Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un outil open source de cartographie qui s'appelle Mercator avec Didier Barzin. Bonjour Didier. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors Didier, en premier lieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Donc Didier Barzin, je suis RSSI dans un établissement hospitalier au Luxembourg. Alors Didier, qu'est-ce qui t'a poussé à travailler sur ce projet ? C'est un besoin personnel. Ça vient après avoir lu le guide cartographie du système d'information de l'ANSSI. Je trouvais ça fantastique et j'avais pas trouvé d'implémentation qui me convenait à ce moment-là. La crise du Covid est arrivée, tous les projets informatiques de l'hôpital se sont arrêtés. On a demandé aux gens qui n'étaient pas strictement nécessaires au fonctionnement de l'hôpital de pas venir, de travailler à distance si c'était possible. Et donc j'avais d'un seul coup du temps libre pour développer les outils dont j'avais toujours rêvé pouvoir disposer. Et c'est comme ça que j'ai commencé le développement de Mercator. Alors, une fois que l'outil a commencé à être un peu stable, j'en ai parlé à mes collègues RSSI d'autres hôpitaux, au Luxembourg, je l'ai publié sur GitHub, et de fil en aiguille, le projet se développe, ça fait maintenant 5 ans. On a déjà fait un épisode sur la cartographie, mais est-ce que tu peux préciser ce que c'est qu'un logiciel de cartographie et surtout quelles sont les spécificités? Par exemple, est-ce que tu vas supporter des environnements cloud? Est-ce que tu fais que du on-prem? Est-ce que tu vas pouvoir faire des scans avec des comptes, ce genre de choses? La problématique qu'on a dans beaucoup d'organisations, c'est que ces organisations deviennent de plus en plus grandes et qu'on doit réussir à partager l'information qu'il y a entre les différents systèmes. On doit partager la connaissance entre les différentes équipes. On va avoir une équipe infrastructure, une équipe système, une équipe applicative. Souvent, ce qu'ils font, c'est ils gèrent leurs inventaires dans des fichiers Excel dans leur coin ou dans des outils spécialisés à ça. Et quand on a un incident ou qu'on doit rechercher de l'information, on doit commencer à croiser ces différents inventaires. Et on perd du temps, on commence à se rendre compte que ces inventaires sont incomplets, qu'il y a des trous entre eux, qui se recoupent pas. Et c'est une des problématiques que j'ai eues, moi, quand je suis arrivé dans mon établissement. Il y a 600 applications, plusieurs milliers de machines virtuelles, des centaines de VLAN, et quand on recoupe, ça correspond pas. Et donc, l'idée de la cartographie, c'est de mettre tout dans un graphe et d'avoir une interconnexion entre tous les objets. Je vais une application, directement, je vais cliquer dans l'outil et je vais voir où est-ce qu'elle est installée, qui l'utilise, quel processus elle sert, est-ce que c'est critique, est-ce que c'est pas critique. Et ça va aider à toute une série de processus de ce système de l'hôpital. Comment tu fais pour que ce soit correctement rempli et à jour? C'est un travail manuel. Ah mais oui, mais ça c'est dur ça. Ah oui, c'est très dur. Mais il n'y a pas d'IA qui vous permet, ou pas de système de baguette magique qui vous permet d'expliquer quelles sont vos applications critiques, quel métier elles servent, qui en fait le support, est-ce qu'on a un contrat de support avec ce fournisseur, sur quel serveur elle est censée être installée. Parce que c'est pas tout qu'elle soit installée là, est-ce que c'est bien là qu'elle devait être installée, qui les utilise, combien il y a d'utilisateurs derrière. Toutes ces questions qu'on a besoin au moment de gérer un incident, on doit faire un changement important dans un système d'information. Elles peuvent venir que des utilisateurs, que de l'informatique elle-même qui utilise, qui a mis en place ce système. Au moins, quand on pose la question aux gens, on perd pas la réponse, on leur repose pas 15 fois la même question, on a bien sauvegardé la réponse dans Mercator. Alors justement, est-ce qu'on leur pose la question ou est-ce qu'on leur demande d'interagir directement dans l'outil ? C'est la question de savoir comment est-ce qu'on va construire sa cartographie. Effectivement, donc on pourrait partir des utilisateurs, partir du haut, du métier, des applications, quelles sont les interactions qui existent, quelles sont les applications qu'on a, quelles sont les applications critiques, etc. Et ça doit partir de l'IT ou des utilisateurs, du fonctionnement, de la criticité de leur métier. On peut partir aussi tout en bas, on peut partir des systèmes, on peut aussi refaire l'inventaire de tous les serveurs, de toutes les machines, de toutes les adresses IP remontées dans les couches qui remontées aux applications et aux systèmes. Quand on construit sa cartographie, on peut également faire les deux en même temps. On peut partir, dire on va faire tout en même temps, on va mettre toutes les équipes dessus, et tant les équipes métiers que les équipes système vont construire cette cartographie et la compléter au fur et à mesure. Ou alors on peut construire ça au fil de l'eau. Donc au fur et à mesure des changements, au fur et à mesure qu'on a son système, on va compléter sa cartographie, la faire grandir au fur et à mesure. Donc il n'y a pas une bonne méthode, en fait, tout dépend du contexte. Ça dépend de la taille de son organisation, du support qu'on va avoir de sa direction pour le faire, du support de ses utilisateurs, du métier, de la volonté de la mettre en place et de la compréhension du besoin qu'il y a derrière. On va faire petit à petit par tous les bouts, certainement dans beaucoup de cas. Oui,
effectivement. Alors Mercator permet de calculer un niveau de conformité. Et c'est là qu'on va commencer à pouvoir remplir les trous. C'est un peu une gamification qu'il y a dans Mercator. C'est que quand on se connecte sur l'application, il vous montre un tableau de bord, il vous montre le niveau de conformité, où est-ce que vous en êtes dans la mise en place de votre cartographie. Ce niveau de conformité représente la cohérence de la cartographie. Est-ce que j'ai des applications qui supportent aucun processus? Ou est-ce que j'ai des serveurs sur lesquels aucune application n'est renseignée? Est-ce que j'ai des applications pour lesquelles je n'ai aucun contrat de support avec aucune entité externe, où j'ai pas de relation, où la relation a expiré? Voilà, tout ça permet de calculer ce niveau de conformité et de grandir et d'assurer que cette conformité, la cartographie est cohérente. C'est une conformité vis-à-vis de quoi? De quelle norme ou de quelle... Elle vient du guide de l'ANSSI. Elle est décrite dans le guide de l'ANSSI, il propose un modèle et différents niveaux de granularité. On va construire sa cartographie de manière granulaire, et puis du coup, on peut ajouter un niveau de conformité derrière. Donc on se voit progresser au fil du temps. C'est ça, oui. On se voit progresser au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure, on ajoute des éléments qui sont corrects, et on les documente, et on peut identifier les manquements. Donc tu décides qu'il manque un outil, et là tu développes, mais qu'est-ce qui t'a poussé à le mettre en open source? Parce que tu aurais pu faire ça pour tes besoins internes et éventuellement le communiquer à des collègues, mais le open source, ça implique d'avoir des contributions externes, des gens qui viennent se plaindre, etc. L'outil a beaucoup grandi grâce à l'open source. C'était une volonté, je pense dès le début, de le faire en open source, mais l'outil a beaucoup grandi grâce à la communauté. Beaucoup de remarques très constructives d'utilisateurs, d'autres RSSI, qui ont vraiment permis de l'améliorer. On a ajouté des objets par rapport à ce qui était proposé par rapport à la documentation de l'ANSSI. On a ajouté des attributs, on a ajouté toute une série de rapports dedans, et l'outil se grandit grâce à la communauté. Quand tu dis grandit, c'est-à-dire que tu as des pull requests et des contributions de code externes par des gens ou juste des tickets? Parce que ça, c'est un peu le problème de l'open source, c'est qu'il y a plein de gens qui utilisent, mais il y a peu de gens qui savent effectivement coder. Alors, il y a peu de pull requests. Quand il y a des pull requests, elles sont très bonnes. Et souvent, elles sont de très bonne qualité. Il y a des micro pull requests de temps en temps. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on donne ça au stagiaire ou à un étudiant qui est là pour un stage. On lui demande de l'installer. Souvent, il regarde, il manque quelque chose. Donc, soit il fait... j'ai eu des systèmes d'authentification. On supporte Keycloak, par exemple, dessus, qui est une contribution. Il y a eu des petites corrections de bugs qui ont été des contributions. Il y a des gens qui ont fait des tests. Des jeux de test qui étaient des contributions. Donc il y a eu toute une série de petites contributions qui ont été faites comme ça. C'est vrai que la majeure partie du temps, c'est toujours le mainteneur qui fait les corrections. Et est-ce que c'est supportable dans la durée ou est-ce que finalement ça va devenir une entreprise ou au moins une fondation qui va collecter de l'argent? Donc j'ai créé une société qui s'appelle Sourcentis dans l'objectif de maintenir Mercator sur le long terme. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir une petite équipe qui peut maintenir l'outil. Il a de plus en plus d'utilisateurs, donc il mériterait d'avoir une certaine pérennité. Et si simplement Didier qui continue à toujours être derrière pour faire les corrections et les améliorations, il est clair qu'à un moment, ça ne peut pas durer comme ça éternellement. Donc c'est décidé de créer une société pour avoir une pérennité sur l'outil. C'est de plus en plus utilisé par qui? Tous les hôpitaux au Luxembourg qui l'utilisent. J'ai plusieurs hôpitaux en France. Il n'y a pas toute la communauté des gens qui font des SMSI conformes à la 27001? Oui, je continue effectivement. Donc il y a les universités l'ont adopté. Je commence à avoir des banques qui l'ont installé. Et puis j'ai des consultants qui le mettent en œuvre quand ils font une mission d'assistance ou d'amélioration ou de conduite dans une organisation. J'ai des consultants qui sont spécialisés en mise en place de cartographie. J'ai des sociétés qui sont spécialisées en change management, qui l'utilisent comme outil de travail, qui dit on va installer une cartographie, comme ça on va voir plus clair chez vous comment ça fonctionne. Et j'utilise ça comme cœur d'outil. Je pose souvent la question, mais est-ce que ça vous dérange que j'utilise pour faire des missions payantes? Mais moi, je leur dis toujours, mais je vous interdis de pas le faire. Non, mais moi j'en connais qui l'utilisent pour tous ceux qui veulent mettre en œuvre un SMSI et donc qui l'installent chez leurs clients. C'est un petit peu la base du SMSI, ça va permettre de faire d'assurer la gestion des changements. Ben, je rappelle à tous ceux qui utilisent la 27001 que la carto, c'est aussi la base dans la 27001. Ah oui, donc ça sert à l'inventaire des actifs, à la propriété des actifs, à la classification des informations, l'emplacement et la protection des matériels, la gestion des changements, le dimensionnement, et je pourrais continuer, il y en a plein d'autres, mais effectivement c'est un peu la base d'avoir un inventaire, en tout cas cohérent, c'est la base d'un SMSI.
Et qu'est-ce qui a fait son succès? Parce que c'est largement adopté maintenant. Oui, c'est largement. Je pense que c'est le modèle open source. Le fait que c'est l'implémentation du guide de l'ANSI. Les gens, ils lisent le guide de l'ANSI, regardent Mercator, ils disent ah bah oui, il a mis tout ça en place. Voilà, je pense que c'est les 2 points-là. L'ergonomie peut-être aussi, la facilité de... La gamification, la facilité de l'outil, oui, effectivement. Donc on peut explorer ces cartes après de manière hiérarchique, organique. On peut faire des schémas d'architecture. On a une espèce de petit outil de visio qui permet de faire des cartes, mais c'est les cartes à partir des objets de la cartographie. Donc on va après ça visualiser les cartes, on va cliquer sur un objet, on va aller sur définition dans l'outil. Ou si on fait des changements, il va pouvoir mettre la carte automatiquement à jour. Ce qui a fait son succès, c'est peut-être aussi ce logo de chat hyper catchy. Tu veux peut-être nous en dire plus là-dessus? Oui, c'est généré par une IA, je vais pas le cacher, mais j'ai les droits d'auteur dessus, parce que j'ai acheté une licence, et donc j'avais les droits d'auteur. Je cherchais un logo au moment, à la fin de la période Covid, on m'a dit ce serait bien qu'il y ait un logo pour l'outil, oui, donc j'ai cherché. Et donc le chat, il est curieux, il est explorateur, il surveille, il chasse ses souris, et donc voilà, c'est un chat. Et j'ai un autre outil qui s'appelle Demi, lui c'est un chien, mais c'est l'outil pour le RSSI, donc ça c'est pour surveiller la conformité du SMSI. Et alors, on a l'explication du logo, mais et le nom? Ah oui, donc Mercator est un cartographe du XVIe siècle, et donc il dessinait des cartes qui sont conformes sur les angles, et donc c'était très utile à la navigation à ce moment-là. Bon, mais j'ai cru comprendre que tu étais un développeur Java à l'origine. Pourquoi le choix de PHP? J'ai passé du temps à voir comment j'allais développer, quels outils j'allais utiliser. Je sais que j'avais trop de Java dans ma jeunesse et que je ne pouvais pas faire une application dans laquelle je dois raconter ma vie chaque fois que je dois faire quelque chose, changer quelque chose. Une première surprise, quand j'ai repris le développement au début de ce projet, c'est de me rendre compte qu'il n'y avait toujours pas de 4GL. On parlait de ça dans les années 2000, qu'il allait y avoir des outils magiques, on allait expliquer ce qu'on voulait, et ça allait générer toutes les interfaces, l'installation, et ça allait être magique. Et bon, 10 ans plus tard, ça n'existe toujours pas. Et donc moi, je voulais un langage simple de programmation. Je sais que PHP a beaucoup de défauts, je suis le premier à le reconnaître, mais ça va vite pour développer, c'est un langage facile à acquérir, et les performances sont suffisantes pour ce que j'avais besoin. Non, mais surtout, il y a des milliers de développeurs, tout le monde connaît. Il n'y a pas de miracle. Je suis désolé pour ceux qui pensaient qu'un outil de sécurité devait être en Rust. Désolé, mais il y a très peu de gens qui connaissent vraiment PHP. Oui, mais il suffit de connaître un peu. Quand on préparait l'émission, du coup, tu nous as promis une anecdote, mais on n'a pas réussi à te tirer les verres du nez pour savoir ce que c'était. J'ai bien envie de l'entendre maintenant. Donc c'est un matin, j'étais à l'hôpital et il y a d'un seul coup, il y a une alerte, il y a un automate du laboratoire qui essaye de communiquer avec un site web sur Internet. Bon, c'est étrange, mais jusque-là, ça va. Mais quelques minutes plus tard, j'ai un antivirus qui détecte et supprime un malware sur un poste de travail du même laboratoire. Je me dis, là, il y a quelque chose de bizarre. Donc on va prendre contrôle à distance de ce poste de travail, on va voir ce qui se passe, et il y a quelqu'un qui est en train de modifier la configuration du réseau. On voit des commandes de changement, de récupérer la configuration du réseau, c'est des commandes DOS, donc c'est des trucs qui sont tapés. Et on se dit, non, là, il se passe quelque chose, donc on va appeler le labo, on va voir s'il n'y a pas quelqu'un. Et on les appelle, on demande s'il y a quelque chose chez vous, est-ce qu'il y a un technicien sur place, une installation en cours. Et l'accueil au laboratoire dit, non, il n'y a rien, tout est normal ici, il se passe rien. Le RSSI qui commence à transpirer. Et donc je me dis, je vais envoyer un SecOps sur place. Mais bon, l'hôpital c'est grand, il faut sortir du bâtiment, traverser le parking, prendre un ascenseur, parcourir des couloirs. Et pendant de longues minutes, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est devant un incident grave ou pas? Et finalement, il y a le SecOps qui me rappelle et me dit, oui, effectivement, il y a un technicien devant le poste de travail avec une clé USB. Et donc la clé USB contenait un malware, qu'il avait déjà réussi à contaminer l'automate. Par chance, l'antivirus a limité la casse et le technicien venait d'un autre hôpital avec sa clé. Donc il avait ramené l'infection avec lui. C'est à partir de cela qu'on a décidé d'installer des bords de décontamination pour les clés dans tout l'hôpital, justement pour éviter ce genre de problème. Et c'est devenu un projet open source parce qu'on a utilisé un outil du Circle qui s'appelle Pandora. Et la solution, donc, c'est Pandora dans un PC et ça s'appelle Pandora Box. Et l'autre hôpital, il s'est rendu compte qu'il était infecté? J'ai laissé la société prendre de charge de les prévenir qu'ils avaient probablement contaminé leurs automates. Et est-ce que vous saviez quel était le but, l'effet recherché du malware? Alors là, on a eu de la chance aussi, c'était un vieux malware. Ces automates, c'est des vieilles machines Windows. Et donc, c'est un vieux malware qui a essayé donc le niveau 1 était sur la clé, et il essayait de télécharger le niveau 2. Alors, l'automate n'avait pas accès à Internet, mais le niveau 2 n'existait plus. Moi, ce que j'aime bien sur les automates, quand tu regardes toutes les clés USB qui sont branchées dedans, c'est le nombre de mecs qui branchent leur téléphone.
pour le recharger, c'est vraiment improbable. Et là, j'ai pas d'anecdote. Tu as aussi tous les automates de type, enfin tous les appareils biomédicaux sont mis dans Mercator. Oui, c'est ça, tout à fait. On peut les mettre comme des équipements. Il y a différentes manières de les modéliser. Donc, on peut essayer de se les mettre comme des périphériques, soit comme des postes de travail, parce que souvent, on les considère carrément comme des postes de travail, parce que parfois, il faut s'identifier dessus. Donc là, il faut un petit peu regarder, suivant le type d'équipement, comment est-ce qu'on le modélise en Mercator, mais c'est fait, et c'est fait dans des usines où il y a des gens qui modélisent des machines-outils dessus. Ouais, donc il y a des industriels qui utilisent Mercator. Oui, j'ai aussi des industriels. On n'a pas vraiment parlé de ce que tu supportes comme ontologie, mais tu as mentionné par exemple l'existence de contrats ou de personnes qui sont attachées à la maintenance d'une application. Donc ça va bien au-delà en fait de la cartographie informatique pure. Ça fait une CMDB. CMDB, tu peux expliciter, ouais. CMDB, c'est dans ITIL ou ISO 20000, la cartographie de l'ensemble des appareils informatiques que tu es censé avoir. Et c'est une cartographie qui peut aller alors très loin dans le bas au niveau carte Ethernet, mais aussi dans le haut, avec l'individu qui a les privilèges d'administration sur l'appareil. Et là, si on se parle de, par exemple, de contrat de maintenance, ou je sais pas, tu vois, si l'expiration de Windows 10 prévue pour octobre. Je suis d'accord, ça va bien au-delà de ce que faisait la CMDB, dit-il. Et tu utilises le DNS pour voir si c'est cohérent avec ce qui a été déclaré dans Mercator. Donc là, il y a le travail du RSSI qui entre en jeu, c'est de comparer Mercator avec la réalité. J'aime bien souvent faire cette analogie entre la capacité et l'autorité. Moi, je vais voir mon équipe réseau et je dis est-ce que c'est normal que le serveur ait accès à Internet? Et puis il ouvre son console d'administration du firewall, il regarde et il dit ah ouais, le serveur il a accès à Internet, c'est autorisé. Je dis mais non, le serveur il a juste la capacité d'aller sur Internet, mais c'est sûrement pas autorisé. Et donc on fait souvent cette différence, cette distinction. Si on construit sa cartographie sur base d'un scan réseau, on va juste savoir ce que les serveurs et les machines sont capables de faire, où elles sont actuellement. Et ce qu'il faut faire, c'est remettre l'autorité en avant, comparer entre ce que j'ai dans ma cartographie et ce qui est actuellement en place. Et pour ça, il faut éviter de faire de la cartographie automatique. Mais là, c'est la différence entre la politique, la doctrine et son implémentation dans la réalité. Restons moins polémiques en disant que c'est la différence entre la carte et le territoire. Et justement, est-ce qu'il est possible de visualiser ces deux vues? Donc le travail du RSSI, ça va être de comparer ce qu'il y a dans Mercator, ce qu'on avait pour objectif de mettre en place, et de ce qui est en place réellement. Donc on va sortir par exemple de Mercator l'ensemble des machines virtuelles et comparer et regarder si ça correspond à ce qui se trouve dans l'inventaire, dans l'interface d'administration des VM par exemple. On va comparer l'ensemble des VLAN qu'il y a dans son outil de gestion réseau par rapport aux VLAN, l'ensemble des VLAN qu'on a déclaré dans Mercator. Et de là on va faire des comparaisons entre ce qu'on voulait avoir, ce qu'on a réellement, et on va se poser des questions, mais pourquoi c'est différent? Et est-ce qu'il ne serait pas possible de représenter la politique et ce qu'il y a vraiment, et de pouvoir comparer comme ça ces deux vues? Il n'y a pas encore d'automatisation plus loin, parce qu'il y a des dizaines d'intégrations qui seraient possibles, entre des dizaines d'outils différents, et là, bon, ça, je n'ai pas... Il y a une REST API dans Mercator qui permettrait de faire un certain nombre de choses. On peut faire des imports sur base de fichiers Excel, mais voilà, mais toute l'automatisation, toute la comparaison, c'est des outils qui restent à développer. On peut déclarer des applications et des serveurs qui sont à l'extérieur de chez soi, par exemple dans le cloud. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Oui, il n'y a pas de limite. On peut déclarer une machine physique qui se trouve en dehors de l'environnement et dire qu'il y a une VM qui est dessus, dès que c'est une machine d'Amazon. Je pense que voulait dire Johan, c'est une sorte pas d'infrastructure as code, mais on va dire de policy as code, c'est-à-dire est-ce que tu peux déclarer des concepts de haut niveau du type aucune machine industrielle ne doit avoir accès à Internet et ensuite avoir directement le moteur qui te répond oui ou non, ou est-ce que tu es obligé d'aller lister les machines, vérifier si elles ont accès à Internet et ensuite relister les machines pour vérifier si c'est des automates ou des systèmes de production, quoi. C'est des choses sur lesquelles je travaille pour l'instant dans Mercator. Pouvoir faire, c'est effectivement tout à fait ce genre de requête. On identifie les flux réseau, les flux applicatifs, même les câbles physiques. Et donc on pourrait faire le lien entre tous ces éléments et définir effectivement des règles dessus. Dire là il y a une information confidentielle, elle peut pas sortir si elle passe pas par un flux chiffré par exemple. On pourrait faire des choses comme ça. C'est des choses qui sont dans la feuille de route de Mercator. Pouvoir vraiment faire des requêtes avec plus de sens. Et ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est des contributeurs, des gens qui traduisent en portugais, des utilisateurs.
enfin des gens qui continuent le développement de l'outil, qui l'interfacent avec d'autres. Là, aujourd'hui, tu es à la recherche de quoi? D'utilisateurs, de contributeurs, effectivement, d'utilisateurs qui peuvent faire des retours d'expérience sur l'outil et de savoir comment ils l'ont implémenté, comment ça a fonctionné chez eux. Effectivement, de contributeurs qui peuvent rejoindre le groupe, d'avoir de nouvelles fonctionnalités. Il y a des intégrations pour l'authentification qui doivent encore être faites. J'avais des demandes que je ne peux pas assurer pour l'instant. Donc il y a encore plein de choses à faire. Ok Didier, on n'a certainement pas fait le tour, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais évoquer? Non, c'est ok, c'est bien. Ok, tu voudrais apporter le mot de la fin? Oui, merci de m'avoir invité. Vous savez, j'écoute No Limit Sécu depuis des années et c'est mon émission préférée de tout l'univers. Merci Didier. Mais c'est pas pour ça qu'on t'a invité. Écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.